Bien, alors tout d'abord, à moi de remercier les responsables du CNEF de m'avoir proposé cette intervention dans le cadre de la session 2021-2022, consacrée au médiévalisme et à la façon dont, pas au Moyen-Âge, mais vraiment à la façon dont le Moyen-Âge est reçu, perçu, reproposé à différents publics. Et notamment parmi ces thématiques qui sont proposées tout au long de l'année, il y en a une qui m'avait interpellée, c'était celle de la médiation. Vous avez eu un atelier, si je ne me trompe pas, il y a quelques jours sur ce sujet-là. Cette question de médiation, donc, si je reprends les termes que vous aviez mis dans votre PDF de présentation, qui est donc savoir comment faire pour que les savoirs issus de la recherche académique, de la recherche scientifique, puissent atteindre un certain public ou différents publics, et pour que ces différents publics puissent comprendre ces différents savoirs scientifiques pointus. Comment communiquer des informations pointues et correctes à différents publics. Et là où ça m'a interpellée, c'est qu'en fait, cette question-là, on se la pose aujourd'hui dans le cadre du CNEF, mais on se la posait aussi il y a plus de 100 ans, dans un autre contexte, au XIXe siècle, dans le cadre de la redécouverte, ce qu'on appelle la redécouverte du Moyen-Âge, et en particulier la redécouverte du patrimoine bâti de cette époque médiévale. Donc, quand je dis patrimoine bâti médiéval, qu'on redécouvre au XIXe siècle, il faut imaginer justement tout ce que nous, on a tendance à appeler monuments historiques, les cathédrales, les châteaux, les églises, vraiment tout ce beau patrimoine du Moyen-Âge. Le XIXe siècle, c'est effectivement le siècle de cette grande redécouverte de ce patrimoine, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes vont commencer à le regarder, à poser un regard intéressé sur ces objets-là, après des siècles où ce patrimoine existait évidemment, mais où il n'attire pas le même intérêt, où il n'était pas perçu de la même façon, où il était même déprécié. Le Moyen-Âge, avant le XIXe siècle, le Moyen-Âge, c'est l'âge moyen, l'âge sombre, l'âge de décadence, confronté à l'âge d'or qui est celui de l'Antiquité. Vraiment, cette opposition entre deux types d'art, dont l'un est inintéressant, inutile à être étudié, disons, et l'autre qui est l'âge d'or, qui est donc le modèle pour tous les arts, l'architecture, jusqu'au XIXe siècle, dont les artistes et les architectes vont s'inspirer. Donc, au XIXe siècle, quand on commence, quand les érudits, les historiens, à devenir les archéologues, vont commencer à s'intéresser à ce Moyen-Âge-là, aux monuments, à leurs décors, à leurs peintures murales, en fait, il n'y a pas d'études. On ne connaît quasiment pas, à quelques exceptions près, les objets, les bâtiments sur lesquels on va intervenir, on va regarder. Il n'y a pas d'état de la recherche, il n'y a pas de bibliographie, ou alors très très maigre. C'est-à-dire qu'il y a tout à découvrir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup à comprendre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup à expliquer aussi. À expliquer au grand public, à la population, qui commence à s'intéresser aussi à ces questions-là, à ces objets-là, mais aussi à expliquer aux autorités régionales, communales, nationales, pour les convaincre de l'intérêt de ce patrimoine qu'on ne regardait pas jusque-là, et pour les convaincre aussi de la nécessité de le sauvegarder et de subventionner, parce que souvent c'est aussi ces questions-là, des questions d'argent, subventionner des interventions de restauration pour sauver ce patrimoine médiéval. Donc c'est bien un début de réflexion de médiation, en réalité, qui se met en place déjà au XIXe siècle, c'est-à-dire comment faire que le discours de quelques spécialistes puisse être transmis et être compris par un public beaucoup plus large. Parce que c'est là vraiment la particularité de ce XIXe siècle, c'est ce large public qui s'intéresse au Moyen-Âge également, et pas juste quelques amateurs curieux ou riches, banquiers qui décident d'acheter des estampes ou de se faire construire un petit bâtiment dans le style néo-médiéval. Là, on est vraiment dans un mouvement au XIXe siècle qui touche de façon beaucoup plus large, de plus large frange aussi de la population. Donc là, ce contexte général que je viens de vous faire, enfin, je parle de l'Europe en général, mais pour la présentation de ce soir, je vais me concentrer sur une région un peu plus précise, c'est-à-dire le canton de Vaud, vous voyez sur le PowerPoint, et plus particulièrement sur la question des peintures murales. Alors, concernant les peintures murales, là je vais faire un effort justement de médiation, je ne sais pas du tout à quel type de public je m'adresse, donc ceux qui sont spécialistes m'excuseront, mais je vais donner quand même quelques informations
de base pour comprendre en fait la question des interventions et de la sauvegarde des peintures murales, comment elles se développent et d'où elles viennent. Je précise en fait tout simplement une information basique que quand on entre aujourd'hui dans une église médiévale, ou qu'on soit en Europe, l'intérieur de cette église, enfin, l'église elle-même n'est pas du tout dans l'état dans lequel elle était au Moyen-Âge. Particulièrement aujourd'hui, dans le canton de Vaud, on a des églises aussi, même si elles sont médiévales, qui sont extrêmement sobres. C'est-à-dire qu'on n'a plus le mobilier liturgique qui existait au Moyen-Âge, on n'a plus autant d'autels, on n'a plus autant de décors sculptés, autant de décors peints aussi, donc les peintures murales. Et ça, c'est le résultat, cette évolution entre le Moyen-Âge et puis l'époque actuelle. C'est certes un résultat de l'évolution des goûts, des changements esthétiques qui ont eu lieu au fil des siècles, mais dans le cas du canton de Vaud, c'est vraiment aussi le résultat d'un grand changement de paradigme, un grand changement lié au changement confessionnel. Je vous rappelle qu'au XVIe siècle, en 1536, avec l'invasion des Bernois, les territoires vaudois adoptent la réforme protestante. C'est-à-dire qu'ils abandonnent, ils abandonnent toute une série de pratiques, rituels, de croyances, j'ose dire ça, croyances liées à ce qui deviendra le culte catholique, en fait, la reposition à partir du XVIe siècle avec la réforme protestante. Mais au moment de cette introduction de la réforme protestante dans le pays de Vaud, la messe est abolie, le culte des saints, le culte de la Vierge également sont refusés, ne sont plus reconnus comme valables. Les ordres monastiques sont dissous, c'est-à-dire ceux qui veulent rester moines ou les femmes qui veulent rester sœurs doivent quitter les terres vaudoises pour trouver des pays catholiques qui acceptent ce genre de pratiques religieuses. Voilà, c'est vraiment dans des très très grandes lignes. Et évidemment, ces changements de spiritualité, ces changements de croyances vont avoir des conséquences très très importantes au niveau du patrimoine bâti. Ça va provoquer, par la force des choses, une adaptation de ce patrimoine bâti des églises de culte, des lieux religieux, une adaptation à la nouvelle confession, à la réforme protestante, qui a pu provoquer d'une part soit la destruction d'églises, parce qu'il y avait beaucoup trop d'églises, de chapelles, on ne pouvait pas tout gérer. Donc, sous l'époque bernoise, on a réduit la quantité d'églises, on a réduit la quantité de patrimoine médiéval déjà à l'époque. Et puis, parmi ces lieux qui sont conservés quand même, ces lieux sont adaptés à des nouveaux usages qui ne soient plus des usages cultuels. Certaines églises sont transformées en granges, en dépôts, mais celles qui sont conservées vraiment comme lieux cultuels et qui continuent à offrir un espace pour le culte protestant, ces églises-là sont adaptées pour répondre aux nouvelles croyances, c'est-à-dire qu'on va supprimer des autels, on va supprimer les peintures murales, souvent parce qu'elles représentent aussi des saints, parce qu'elles représentent la Vierge, mais ce n'est plus du tout conforme. Tout l'intérieur d'une église médiévale n'est plus du tout conforme à ce qu'on attend à l'époque protestante d'un lieu de culte. Et quand je dis suppression des décors peints, ça peut être une destruction totale, donc au pic, c'est vraiment faire disparaître. Ou alors, un moyen un peu moins drastique, c'est de les dissimuler sous du badigeon blanc. Donc, à partir du XVIe siècle, les peintures murales qui n'ont pas été détruites sont recouvertes, pour la très très grande majorité, de badigeon blanc. C'est-à-dire que l'intérieur des églises médiévales dans le canton de Vaud est badigeonné de blanc jusqu'à la fin du XIXe siècle, en ce moment. Pour vous donner un exemple sur lequel je reviendrai, l'église de Moncheran, ici, voilà comment elle se présentait vers 1900. Donc, avant sa restauration, vous voyez les murs blancs, avec un soulignement en gris, évidemment, de quelques structures architecturales, mais pas de décor, pas de figure. Bon, la polychromie, c'est un peu difficile de juger, mais croyez-moi, pas de polychromie vive, comme on peut l'imaginer au Moyen-Âge. Donc, voilà l'état dans lequel se présentent les églises médiévales à la fin du XIXe siècle, quand les restaurateurs du canton de Vaud, dans cette mouvance de redécouverte du Moyen-Âge et de remise au jour
de décors médiévaux touche l'entier de l'Europe. C'est une mouvance qui touche un peu plus tard la Suisse, et la Suisse romande et le canton de Vaud en particulier, vraiment dans la fin des années 1890. Et donc, à ce moment-là, voilà, c'est ça leur panorama. Et c'est là qu'en grattant, en enlevant cette couche de badigeon, en lançant des chantiers de restauration, petit à petit, ces restaurateurs vont découvrir ces peintures médiévales aussi dans nos territoires vaudois, qui ne connaissaient plus du tout ce type de décor depuis des siècles. C'était complètement oublié. Alors, même dans le canton de Vaud, ce type de décor, ces peintures murales, attire quand même l'attention. Je montre rapidement ici une aquarelle qui représente la caméra de Mini du château de Chillon, un dessin de la fin des années 1880, qui montre des gens qui viennent voir le château de Chillon, qui est quand même un cas exceptionnel, ça fait le début du tourisme patrimonial dans le canton, et ces personnes qui sont très bien habillées, très chic, qui observent les vestiges de décors peints dans la caméra de Mini. Il faut croire qu'il y a quand même un côté assez exotique à ce moment-là, dans le fait de découvrir ces types de décors dans un canton qui n'a pas du tout l'habitude de voir ce type de décor. Et donc, qui dit manque d'habitude de voir ce type de décor, dit aussi que ces types de décors sont très largement incompris à ce moment-là. Au moment de leur découverte, on ne comprend très largement pas ce qu'on est en train de découvrir. Pas simplement parce que ce sont des décors où c'est une iconographie qui remonte à des siècles, c'est du Moyen-Âge, mais aussi parce que ce contexte protestant fait que les protestants n'avaient pas l'habitude de côtoyer cette iconographie. Même l'iconographie catholique, ils n'ont pas l'habitude de l'utiliser au quotidien, donc ils ont oublié le sens aussi de ce qui est représenté. Après, certains n'essaient même pas vraiment de comprendre, mais sont même assez suspicieux vis-à-vis de tout ce qui est iconographique, et qui rappelle justement cette religion, cette confession catholique papiste. J'ai un exemple à vous proposer, c'est à l'église Saint-Jean de Granson, où en 1883, le pasteur dit qu'il distingue des peintures sous le badigeon. Dans une peinture qui discerne dans une chapelle au sud du chœur. Et il écrit, je cite, qu'il voit des traces de personnages sur qui plane quoi? La poule rassemblant sa couvée sous ses ailes. Et donc, cette fameuse poule, attention, c'est donc une mise au tombeau, ça j'imagine que c'est des personnages à voir. Et puis, je suppose aussi que, alors ce n'était pas des badigeonnés, ils voyaient apparaître des silhouettes, des formes, mais les personnages, et au-dessus de quoi plane la poule qui, a priori, ne peut être autre chose que la main divine qui sort du ciel. Bon, voilà, il n'a pas essayé non plus, ce pasteur, de comprendre ce qui pouvait être représenté là, ni d'imaginer une solution crédible. Il part tout de suite dans la dérision, alors même que ce pasteur, il a écrit un livre sur l'église de Granson, il aime l'histoire. Mais la peinture, le protestant a encore un peu des frissons, visiblement, en regardant ça. Donc, voilà, ces démarches de découverte de peinture murale dans le canton de Vaud à la fin du XIXe siècle se trouvent vraiment dans ce contexte de méconnaissance, qui est une méconnaissance qui ne concerne pas seulement le grand public, mais vraiment qui concerne également les spécialistes, puisqu'il n'y a pas d'autres peintures. Donc, la connaissance du corpus de peinture murale du canton de Vaud, elle va se construire à partir de la fin du XIXe siècle, au fur et à mesure que les chantiers de restauration s'ouvrent et qu'on en découvre. Mais même s'ils ne connaissent pas encore grand-chose à ces questions-là, ça n'empêche pas les restaurateurs et les historiens de l'art de l'époque de déjà essayer de construire des discours. Et c'est des discours qu'ils essayent de faire scientifiques, parce qu'ils vont regarder ce qui se passe aussi ailleurs en Europe, ce qu'on découvre comme autre type de décor ailleurs en Europe. Donc, ils se basent quand même sur des choses comme empiriques, concrètes, mais ça va être aussi très largement inspiré par leur imaginaire, leur façon de percevoir le Moyen-Âge à cette époque-là. Donc, c'est un espèce de discours, un mélange entre le scientifique et l'imaginaire. Et puis, dans ce terme-là, dans cette optique-là, on peut vraiment parler d'invention, d'où le terme aussi utilisé dans le titre de ma présentation,
d'invention dans ces deux significations, hein, c'est-à-dire d'invention des peintures murales, de découverte, de trouvailles des peintures murales médiévales, qu'on ne connaissait pas à l'époque, mais aussi de création, d'inventer un Moyen-Âge à travers ces peintures murales. Donc, il y a tout un aspect à la fois trouvaille scientifique, mais aussi invention, imaginaire, fantaisie. Je vais encore continuer un petit moment, je ne vais pas entrer tout de suite dans les deux exemples que je vous ai préparés pour le canton de Vaud spécifiquement, parce que pour comprendre ces deux exemples, vous avez quand même besoin de comprendre ce qui se passe ailleurs en Europe et surtout en France, en fait, dans ce contexte du 19e siècle et de la question de la restauration. Je vous parle d'invention, mais la notion d'invention fantaisiste, dans la deuxième moitié du 19e siècle, est une notion qui est beaucoup discutée, qui est beaucoup critiquée, qui est beaucoup crainte. En fait, il y a une grande crainte de la part des restaurateurs de la deuxième moitié du 19e siècle de l'invention fantaisiste et de la tromperie archéologique qui accompagne en l'occurrence un grand nombre des restaurations qui sont en train de se faire déjà. Au milieu du 19e siècle, certains auteurs écrivent même que la restauration est un mensonge. C'est impossible de restaurer, la restauration est un mensonge, ça détruit même. C'est un souci qui s'exprime beaucoup dans le cadre de l'architecture, mais par ricochet, qui va concerner les peintures murales. Et c'est un souci qui émerge aussi parce que les restaurations qui ont lieu, toute une partie des restaurations qui ont lieu autour du milieu du 19e siècle, sont dominées par des architectes restaurateurs très enthousiastes. En tête de file, en fait, on retrouve ce Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, dont vous avez certainement déjà entendu parler, je pense, malheureusement dans des circonstances un peu tristes, suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, parce que Viollet-le-Duc était le restaurateur au 19e siècle de Notre-Dame de Paris, mais Viollet-le-Duc a travaillé sur une quantité folle des édifices les plus prestigieux du Moyen-Âge en France. Donc, vraiment quelqu'un avec une grande une référence, quelqu'un avec une grande autorité aussi dans son domaine. Je vais quand même mettre sa photo. Le voici. Mais sa pratique est quand même connue pour être extrêmement interventionniste. C'est-à-dire que pour lui, l'important, c'est l'idéal, c'est de revenir à un état originel, de reconstituer cet état-là, choisir une époque la plus ancienne et la reconstituer, c'est-à-dire que s'il faut éliminer des éléments de décor ou des éléments d'architecture plus tardifs qui détonnent avec cette architecture, que sais-je, du XIIe siècle, s'il y a une chapelle du XVe qui semble beaucoup plus tardive et qui ne semble pas harmonieuse avec l'architecture du XIIe siècle, eh bien on la supprime et on en construit une autre dans le style du XIIe siècle. Donc, cette notion d'unité de style qui est très propre à Viollet-le-Duc et qui débouche vraiment sur des très larges reconstitutions dans le cadre de chantiers de restauration, voilà, qui sont très caractéristiques de l'intervention de cet architecte restaurateur. Quelques exemples rapidement, en France toujours. Le château de Pierrefonds, donc ça c'est avant restauration pour Viollet-le-Duc, par Viollet-le-Duc, après restauration par Viollet-le-Duc. Donc, quand je vous dis on complète des parties perdues dans le style de, voilà. La cathédrale de Lausanne, Viollet-le-Duc était, je vous l'ai dit, quelqu'un d'une autorité dans le domaine, donc il a même été appelé à la cathédrale de Lausanne pour proposer un projet de restauration. Et vous voyez que pour la façade ouest, il propose de rétablir la tour inachevée. Notre cathédrale n'a qu'une seule tour, mais Viollet-le-Duc, lui, dans son idée de revenir à un état originel et le compléter, toujours dans le même style, propose cette proposition très symétrique de façade ouest de la cathédrale de Lausanne avec deux tours. Donc, vous voyez dans quelle direction on s'oriente avec ce type d'intervention. Dans le domaine des peintures murales, il n'hésite pas non plus à recréer, à imaginer des nouveaux décors. Donc sa restauration, lui, de l'intérieur des édifices, par le décor peint, passe vraiment par une création de décors complets, neufs, sans hésiter à faire usage d'iconographie. Et puis ici, je vous montre encore un exemple, la Sainte-Chapelle de Paris, où l'intervention de Viollet-le-Duc est un peu moins claire et moins attestée, mais disons,
ça vous donne une idée ici d'un édifice où il restait effectivement des décors du XIIIe siècle et où ils ont été restaurés, rétablis, reconstitués sur l'entier de l'édifice. On ne voyait pas de... Disons, l'édifice, il a l'air quasiment neuf. Hein. La voûte bleue avec les étoiles, enfin, tout brille, les couleurs sont étincelantes. Voilà. Ces interventions-là s'éclairent si on lit la définition qu'avait Viollet-le-Duc de la notion de restauration. Pour lui, la restauration, restaurer un édifice, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Donc, ça, déjà, quelque chose qui peut n'avoir jamais existé, et ça, c'est de la restauration, ça veut déjà tout dire. Donc, cette vision de la restauration-là est remise en question déjà de la part des contemporains de Viollet-le-Duc, pour lesquels un monument est avant tout un document également, et que si on se permet de le toucher, on le falsifie. Donc, il faut garantir l'authenticité du monument, et donc de ce document qui parle d'une époque, qui parle du Moyen-Âge, et ne pas le falsifier avec des interventions fantaisistes. Mais je précise que pour Viollet-le-Duc, il n'est pas en train de faire de la fantaisie. Pas du tout, il n'est pas en train d'inventer du tout. Certes, il peut compléter un état qui n'a jamais existé, mais ce qu'il propose dans le cadre de ses interventions, c'est basé sur ses connaissances du Moyen-Âge, sur une étude scientifique, sur un travail de comparaison entre les différents bâtiments, donc qui va se permet de reconstituer une partie perdue d'une église du XIIIe siècle, c'est parce qu'il a retrouvé dans une autre église pas très loin, du XIIIe siècle aussi, un élément similaire. Alors, il a le droit de reconstituer cet élément-ci. C'est permis, scientifiquement, c'est valable. Donc, il a l'impression vraiment, lui, de faire un travail absolument scientifique et pas du tout fantaisiste. Mais là, c'est aussi la particularité de son raisonnement, c'est que cette science, cette confiance dans la connaissance qu'a Viollet-le-Duc, elle est vraiment poussée à l'extrême. Viollet-le-Duc a vraiment ce côté rationaliste qui pense que le Moyen-Âge peut être expliqué, peut être conceptualisé. Et c'est vraiment un connaisseur. Hein. Viollet-le-Duc, pour son époque, c'est vraiment un des plus grands savants qui connaissent, enfin, qui a travaillé sur le patrimoine et sur les monuments du Moyen-Âge. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais sa vision de ce Moyen-Âge conceptualisable est vraiment très, très particulière et aujourd'hui, en tout cas, elle ne fonctionnerait plus. Enfin, je vais vous montrer maintenant quelques exemples. Vous allez comprendre de quoi je parle. Il a écrit un dictionnaire de l'architecture française du Moyen-Âge sur 9 volumes où il a vraiment de la facilité à écrire, il a raconté et expliqué toutes ses connaissances. Et là, justement, dans l'article qui traite de la peinture, il écrit pour expliquer comment la peinture du Moyen-Âge répond, elle aussi, à des règles fixes, comment on peut la conceptualiser. Il écrit que dans la décoration de l'architecture, il faut convenir, il est vrai, que la peinture est la partie la plus difficile, peut-être, et celle qui demande le plus de calcul et d'expérience. Alors que l'on peignait tous les intérieurs des édifices, les plus riches comme les plus pauvres, on avait nécessairement des données, des règles que l'on suivait par tradition. Les artistes les plus ordinaires ne pouvaient ainsi s'égarer. On parlait déjà de Viollet-le-Duc. Imagine qu'il y a des règles au Moyen-Âge, des théories du décor. Alors, je ne dis pas tout parce que nous avons 10 minutes gagnées au début de séance, c'est cool. Mais je vais peut-être au dernier paragraphe. La peinture décorative est avant tout une question d'harmonie et il n'y a pas de système harmonique qui ne puisse être expliqué. Ça montre aussi qu'il sait qu'il va pouvoir expliquer ce système du Moyen-Âge. Racontez-nous, Viollet-le-Duc. Et donc, il nous raconte un exemple. Quelles sont les théories médiévales pour construire une peinture médiévale? En supposant que le jaune vaille 1, le rouge 2, le bleu 3, mêlant le jaune et le rouge, nous obtenons l'orangé, donc valeur 3. Le jaune et le bleu, on obtient le vert, donc valeur 4. Le rouge et le bleu, on obtient le pourpre, donc valeur 5. Si nous mettons des couleurs sur une surface pour que l'effet harmonieux ne soit pas dépassé, posant seulement du jaune et du rouge, alors il faudra que la surface occupée par le jaune soit le double, au moins, de la surface occupée par le rouge,
Mais si nous ajoutons du bleu à l'instant, l'harmonie devient plus compliquée. La présence seule du bleu nécessite ou une augmentation relative considérable des surfaces jaunes et rouges, ou la pointe des tons vert et pourpre, lesquels, comme le vert, ne devront pas être au-dessous du quart, et le pourpre du 5e de la surface totale. Bon, moi, il m'a déjà perdu après les 2 premières lignes, mais disons pour lui, ce sont là des règles élémentaires de l'harmonie de la peinture décorative des artistes du Moyen-Âge. Et cette connaissance que lui, il a, que les autres n'ont pas, lui permettent d'intervenir sur des bâtiments et de reconstituer, de faire des reconstitutions beaucoup plus amples. Donc, c'est exactement ça, c'est cette façon d'intervenir qui, dans le canton nouveau, va être critiquée à la fin du 19e siècle et qu'on va vraiment refuser. Et vous voyez les hommes qui sont intervenus dans cette période-là, vous voyez les numéros à côté, Johann Rudolf Rahn, qui est un professeur d'histoire de l'art à Zurich, Henri de Desmuller, Louis Châtelain, Albert Neff, surtout ici. Albert Neff, qui est un architecte archéologue extrêmement important pour le canton de Vaud, qui va devenir archéologue cantonal, ça veut dire qu'il va être l'expert pour toutes les restaurations de monuments historiques dans notre canton. Il va être juste partout. Et tous ces experts considèrent que les restaurations à la Viollet-le-Duc, c'est plus possible. On ne doit plus travailler comme ça. Et ils prônent une restauration minimale, une conservation plutôt qu'une restauration, et puis surtout garder toutes les époques, ne pas en choisir qu'une, mais garder le maximum des vestiges. Donc, quand les peintures murales sont découvertes, on va essayer d'appliquer ce même raisonnement à la question des peintures. Le problème, c'est ce qu'on trouve. Voilà ce que c'est. Une chapelle peinte, un exemple ici à Saint-Martin-de-Veuveur. La caméra Domini du château de Chillon. Vous voyez les jambes des biches? Oui, c'est fort. À Bursin, l'église de Bursin, un décor également avec une présentation très effacée. Donc, ce sont des décors extrêmement lacunaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces lacunes? Comment on les traite? Comment on complète? Est-ce que c'est possible de juste conserver? Est-ce que c'est possible de restaurer sans inventer? On fait comment? Et ça va être le challenge, justement, de ces restaurateurs de la fin du 19e siècle, des années 1900. Donc, je vous montre le premier des 2 exemples sur lesquels je voulais revenir pour cette deuxième partie de la présentation. C'est celui de l'église de Saint-Sulpice. Donc, une église du 11e, 12e siècle. Vous voyez, sa particularité, c'est qu'il ne reste vraiment plus que la partie orientale, donc chœur, transept, mais la nef a été détruite au 17e. Donc, c'est une église un peu particulière aujourd'hui. Avec une envie de restaurer cette église qui se fait jour déjà dans les années 1880, avec la fondation d'une société destinée à la restauration de l'église. Et cette société pour la restauration de l'église engage en 1895 l'architecte Albert Neff pour s'occuper de la restauration. Quelques vues de l'intérieur avant restauration. Vous voyez qu'on se retrouve dans ces églises protestantes très peu décorées avec du badigeon blanc. Vous voyez l'abside, on voit un petit peu blanc. Exceptionnellement, on voit encore le décor, les armoiries de la ville de Lausanne de 1673, il est daté, donc qui a été laissé visible. C'est quand même assez exceptionnel. Donc ça, c'est avant restauration. Pendant la restauration, dans l'abside, à force de gratter, les restaurateurs commencent à mettre à jour, les décors du XIVe siècle dans l'abside. Vous devinez peut-être un Christ au centre en mandorle, avec des médaillons dans les 4 coins du bout de four, qui sont les médaillons, les symboles des évangélistes, le tétramorphe, dans l'état un peu plus que lacunaire. Et puis l'état après restauration. Donc, je ne sais pas si vous êtes surpris, si vous n'êtes pas surpris. Après tout ce que je viens de vous dire, oui, non, j'ai dit non. Après ce que je viens de vous dire par rapport à Viollet-le-Duc, par rapport au fait que ces restaurateurs de 1900 ne veulent plus reconstituer, ne veulent plus inventer, veulent simplement conserver, plus conserver que restaurer. Et là, on se retrouve avec un résultat, je trouve, surprenant,
surprenant pour nous, mais probablement surprenant aussi pour d'autres raisons pour les personnes, pour les paroissiens en fait, qui allaient venir à cette église de Saint-Sulpice ensuite. Donc on voit déjà par contre ce qui est correct par rapport à ce qu'ils ont annoncé, c'est que toutes les étapes, toutes les strates de l'époque sont conservées. On a conservé du Moyen-Âge, mais on a aussi conservé les armoiries de la ville de Lausanne qui sont plus tardives, qui sont supposées que la ville là, on conserve tout, c'est encore. Par contre, vous remarquez effectivement que ce faux appareil décoratif recouvre l'entier des parois de l'église. Donc ça nous surprend plus par rapport à tout ce qui a été dit sur Viollet-le-Duc. Et puis, quelque chose qui devait surprendre, à mon avis, enfin non, je peux vous dire, qui a surpris les personnes, les paroissiens et les autorités à l'époque, c'est le traitement des peintures à figure de l'abside. Vous voyez qu'elles sont encore relativement... Elles n'ont pas l'air nettes, mais c'est normal. C'est qu'effectivement, certaines surfaces, les visages, qui n'étaient pas conservés par la peinture murale, qui ne restaient pas de traces matérielles de couches picturales à ce niveau-là, n'ont pas été reconstituées. Donc, c'était laissé comme ça, un peu inachevé, un peu en ruine. Et ça, c'est très perturbant pour le public à ce moment-là, vers 1900. Mais par contre, ça répond très exactement aux choix, aux directives que se sont imposées les restaurateurs à cette époque-là. Je vous ai mis ici un texte qui est tiré justement de ces directives. Ces restaurateurs ont édicté des directives en 1893 pour la conservation des monuments historiques en Suisse. C'est des directives nationales, ce n'est pas des lois, mais c'est des conseils pour une bonne restauration, qui donnent justement quelques paragraphes pour le traitement des peintures murales. Et ils expliquent qu'en toutes circonstances, quand on doit travailler sur une peinture murale, la restaurer, on ne doit se permettre que très modérément de compléter les parties manquantes. Ainsi, les contours ne doivent en être refaits à nouveau que là où on ne peut avoir aucun doute sur leur tracé. On ne refera que des ornements ou des motifs qui se répètent régulièrement. Là, les ornements, eux, ils peuvent être refaits. En dehors de cela, on ne retouchera que les teintes plates des fonds, des draperies et des objets d'architecture. Les retouches poussées plus loin ne sont pas admissibles. Donc, vous voyez cette différence de traitement entre les ornements, qui, eux, ont le droit, enfin, eux, ils avaient le droit de reconstituer des ornements sur l'entier des parois parce que ce sont des motifs répétitifs, donc ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas d'invention. Par contre, les figures, effectivement, on n'a pas le droit, ils n'avaient pas le droit, ils ne se donnaient pas le droit de les reconstituer parce que ça impliquait une invention. C'était de la falsification. Et ici, un détail du symbole de l'évangéliste Luc, donc ce taureau ailé, où là, on est face à un complément qui a été réalisé vraiment presque à neuf, avec les traits, les tracés vraiment tout à fait bien réalisés, mais c'est un complément qui est créé, on a l'impression qu'il est inventé, mais en réalité, il est créé sur le modèle, comme c'est indiqué ici, d'une peinture qui a été découverte au même moment, une peinture également du XIVe siècle, comme celle de Saint-Sulpice, à l'église de Neuville. C'est deux chantiers parallèles, Neuville et Saint-Sulpice. Et puis, il y a une espèce de migration comme ça, iconographique, que les restaurateurs se permettent, mais comme Viollet-le-Duc le permettait aussi. On est dans l'analogie, on est dans un travail scientifique, donc il n'y a pas d'invention, donc c'est permis. Voilà, donc c'est une restauration valable. Donc, en fait, la connaissance en histoire de l'art permet de faire disparaître ce doute qu'on craignait tant et de faire disparaître cette invention fantaisiste qu'on craignait également. Je vous disais tout à l'heure, le grand public, lui, comment il voyait ces restaurations, est-ce qu'il était surpris ou pas? Je n'ai pas trouvé dans les journaux de grandes critiques, parce que les journaux, souvent, quand ils écrivent, quand il y a des articles qui sont publiés sur les restaurations, souvent, c'est des articles assez positifs. Donc, souvent, en restauration, ils parlent de la restauration au moment de son achèvement, en disant « Waouh, c'est super ce qu'on a fait ». Mais si on va dans la correspondance, dans les échanges de lettres entre les différents intervenants d'un chantier,
on peut trouver des choses un peu plus nuancées, et notamment ces quelques lignes écrites par Paul Nicati, qui est l'architecte collaborateur d'Albert Neff à Saint-Sulpice. Et Paul Nicati constate qu'il y a des disputes autour de ce chantier de restauration des peintures murales, et il dit, mais il s'agit de l'éternel conflit entre les tenants de l'archéologie, donc les spécialistes, les archéologues, et le public en général, le grand public, qui, si bien intentionné soit-il, n'y comprend rien. La grande majorité du comité et de l'Assemblée, donc le grand public, trouvant les peintures de l'abside en particulier insuffisamment achevées, voulait que l'on remette en place tous les détails manquant aux figures des médaillons. En fait, le grand public à Saint-Sulpice, le public à Saint-Sulpice ici aimerait quand même que ces éléments-ci soient plus complets, soient plus lisibles, ne restent pas dans cet aspect un petit peu plus. Je vous signale quand même, regardez le sens des bancs. Les paroissiens qui prenaient place chaque dimanche pour aller au culte dans cette église, ils étaient face à l'abside, ils étaient face à des décors qu'ils voulaient les plus beaux et les plus complets possibles. Donc ça, c'est aussi un élément qu'il faut avoir en considération, et que les restaurateurs avaient en considération déjà à cette époque-là, c'est le fait que ce sont des édifices utilisés par le public. Donc c'est le quotidien des restaurateurs, de ce tournant du siècle, de se poser ces questions, c'est un challenge auquel ils doivent répondre, de réussir à faire en sorte que le public aussi soit content, soit accepte ces restaurations, sachant que ces restaurations sont aussi subventionnées par l'État. Les subventions, c'est les impôts du public. D'un coup, on imagine qu'on enchaîne les chantiers de restauration où les paroissiens et le public se plaignent parce qu'ils trouvent ça raté. Combien de temps on va continuer à restaurer? Voilà. Donc, il y a cette nécessité vraiment de trouver l'adhésion du grand public, des autorités, pour ces restaurations qui sont réalisées partout dans le canton de Vaud. C'est pour ça aussi que très vite, ces chantiers de restauration sont accompagnés de différents actes, de différents événements, vraiment de médiation en réalité, des conférences sur l'histoire du monument, des présentations sur place par les restaurateurs et les historiens, soit avec le public, soit avec les membres de l'association, soit avec les autorités aussi. C'est pas rare qu'on fasse venir un conseiller d'État intéressé voir le chantier de restauration en cours. Les architectes interviennent aussi dans les journaux pour écrire, pour expliquer ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce que la restauration, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, est-ce qu'ils ont découvert une nouvelle peinture murale. Ils écrivent dans des publications pour donner des informations historiques, actualisées, correctes. Et puis ces publications, elles sont utilisées de façon assez intéressante pour, de sorte que le produit de leur vente, en fait, vienne tomber dans la tirelire du chantier de restauration. La vente de ces publications sert à financer la restauration, déjà à ce moment-là. Il pose aussi, je m'excuse, dans l'idée d'expliquer ce qu'ils ont fait, d'expliquer l'Église, d'expliquer ce qu'ils ont fait. Albert Neff demande qu'on pose un panneau explicatif dans l'église de Saint-Sulpice, mais aussi dans d'autres églises. Dans l'idée de montrer, de projeter, de faire visualiser le projet d'aménagement de la salle de la caméra de nuit au château de Chillon. On entre en fait dans la production d'images, vraiment dans l'imagerie médiévale. On restitue les décors de la salle et puis on pose différents objets et puis des personnages qui évoluent. Voilà, on imagine le quotidien de cette femme, cette duchesse de Savoie qui évolue dans sa caméra de nuit. Vraiment l'appel à une image visuelle pour soutenir, pour encourager, pour faire comprendre en quoi ce projet d'aménagement de la salle est cohérent et en quoi, comment il va bien donner un outil de persuasion pour les commanditaires et pour ceux qui payent. Voilà, donc les images, enfin l'histoire de l'art, les informations tirées de l'histoire de l'art servent vraiment, elles sont utilisées dans le but que le grand public puisse comprendre la valeur du monument, la valeur des décors qui l'ornent, qui le recouvrent, et pour sensibiliser vraiment la population à ce type de patrimoine, en fait, et pour favoriser, en fin de compte, sa sauvegarde. On ne sauvegarde, on ne prend le soin, on ne prend la peine
de sauvegarder et de restaurer que ce qui nous semble avoir de la valeur. Donc, il faut qu'on comprenne pourquoi ça a de la valeur. Et puis, je finis avec le deuxième exemple, qui est celui de l'église Saint-Étienne de Moncheran, tout près d'Orbe. Qui est en fait une étape, c'est encore un pas supplémentaire dans cette démarche d'explication vis-à-vis du grand public et vis-à-vis des personnes intéressées au patrimoine, de transmission de l'information. C'est un chantier dirigé par Albert Neff, c'est faux, c'est pas lui l'architecte, mais il a pris une telle part dans la conception de ce chantier de restauration pour la peinture murale qu'on peut vraiment considérer que c'est lui le restaurateur, en tout cas d'un point de vue intellectuel, de cette église de Moncheran. Donc, une petite église du XIe siècle, donc c'est l'image que je vous montrais en tout début de séance, avec cette abside qui en 1902 est encore toute blanche. Et puis, en 1902, à force de dégager un petit peu, de gratter les badigeons qui s'écaillent, on commence à voir qu'il y a de la polychromie. On dégage un peu plus, on dégage complètement la totalité de l'abside et on découvre à ce moment-là des peintures extrêmement anciennes, a priori de la fin du XIe siècle. Vous voyez ici, c'est un cortège d'apôtres sur le registre intérieur. Et puis, plus haut, la flèche, vous devinez les pieds, ce qu'on suppose par la nette, les grandes chaussettes, d'un Christ en trône, en tout cas dans une main d'or, entouré à nouveau du tétramorphe, le symbole de l'évangéliste, mais à nouveau que le taureau est né de Luc et les autres ont disparu. Donc ça, c'est l'état de la découverte en 1902. Et suite à l'expérience à Saint-Sulpice, avec un public qui est demandeur de restauration un peu plus poussée, un peu plus visible et pas de cet aspect ruiné, sachant qu'à nouveau à Moncheran, ici, on est dans une abside qui va se retrouver au centre du champ de la vision des paroissiens. Voici la restauration qui est prévue et qui est réalisée sous la direction d'Albert Neff, c'est-à-dire un complément du décor sur toutes les parties qui étaient perdues. Je vous signale toute la partie supérieure était complètement perdue. Et les astuces qu'il a trouvées pour faire plaisir au grand public, sans tomber, lui, dans une tromperie archéologique, il a fait recours à plusieurs astuces, notamment dater l'intervention, dater les parties qui ont été refaites, ce qu'il faisait déjà, il avait déjà proposé à Neuville, en réalité en 1900, et puis souligner avec un petit trait clair différencier les parties originales des parties restaurées avec un petit trait clair. Et puis, vous avez vu, j'espère assez rapidement, que toutes les parties reconstituées, si ce sont des figures, sont reconstituées au trait uniquement. Donc, il y a vraiment visuellement une possibilité vraiment de distinguer ce qui est médiéval de ce qui est refait. Et pour revenir sur le Christ lui-même en particulier, sur quel édifice Albert Neff s'est basé pour proposer cette image-là, la reconstituer à Moncheran? Il s'est basé sur Saint-Savin-sur-Gartempe, en France, qui, pour Viollet-le-Duc, contient les plus anciennes peintures murales en France conservées à cette époque-là. Du temps de Viollet-le-Duc, Saint-Savin-sur-Gartempe conservait les plus anciennes peintures de France. Comme à Moncheran, à la même époque, pour Albert Neff, étaient conservées les plus anciennes peintures du canton de Vaud. Donc, il faut croire qu'il y a là aussi une espèce de volonté de la part d'Albert Neff de faire un clin d'œil à Saint-Savin-sur-Gartempe pour montrer, vraiment de faire une espèce d'histoire de l'art sur les murs pour montrer réellement, apporter de l'information supplémentaire. Et ça, c'est vraiment une restauration qui a été jugée exemplaire à cette époque. Donc, pour conclure, c'était plus long que ce que je pensais. Voilà. Pour conclure, je finis sur cette question d'invention. Et je finis sur le fait que Viollet-le-Duc avait l'impression d'être très scientifique et de ne rien inventer.
que Albert Neff et les restaurateurs de l'époque 1900 avaient l'impression de faire mieux que Viollet-le-Duc, et eux de ne rien inventer, et d'être beaucoup plus scientifiques, de ne pas tromper le spectateur. À partir des années 1970, on a trouvé que les restaurations, celles-ci, de 1900, étaient tout de même des inventions. Et cette restauration d'Albert Neff, en 1970, a été complètement supprimée. Alors voilà, ça c'est vraiment tout un... Il faudrait encore, je pense, une demi-heure pour vous expliquer le contexte de la restauration dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais c'est vraiment dans l'idée qu'à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, on se focalise plus sur la matière et moins sur l'image. Donc ici, en gros, si l'enduit est médiéval, on le garde. S'il est du 19e, on le supprime, mais c'est ce qui a été fait à Moncheron. Donc cette idée que ce qu'est la bonne restauration, en tout cas ce qu'est la... J'essaie de finir ça rapidement, hein, c'est compliqué. L'idée que les connaissances évoluent, voilà, et qu'on se remet en question systématiquement, en fait c'est le propre de la science de se remettre en question, font que même si c'est basé sur la science, même si c'est basé sur l'histoire de l'art, les restaurations normalement ne devraient pas reconstituer des aspects, retracer des éléments en se basant sur, même si c'est basé sur la science, ça reste des hypothèses en réalité. La charte de Venise dit que la restauration doit s'arrêter là où commence l'hypothèse. En gros, elle doit s'arrêter là où la matière s'arrête. C'est en gros ce qu'il est en train de dire. Donc, la question maintenant pour la suite, c'est pas tant de savoir est-ce que nous, dans nos prochaines restaurations, on va pouvoir faire mieux que ce qu'on a fait en 1970 ou 1900 ou 1950, mais plutôt la priorité, ça va être, je pense, et c'est ce qui est en train de se faire, nos réflexions et les cours qui se mettent en place et les nouvelles restaurations qui se mettent en place, ça va être sur la compréhension, en réalité, de ces différentes restaurations anciennes, comprendre le contexte, comprendre pourquoi elles sont telles qu'elles sont et pourquoi elles sont représentatives de leur époque. Et je finis quand même toujours sur mon champ pour voir ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Depuis 1990, l'Église a été complétée et on est revenu à un état non pas médiéval. Non. Ils n'ont pas souhaité revenir à l'état médiéval. Enfin, ils n'aimaient pas du tout l'aspect ruineux des années 1970. C'est vraiment le champ de ruine atroce. Donc, ils ont voulu recompléter, restaurer leur Église. Mais au lieu de revenir au Moyen-Âge, ils sont revenus à l'époque de 1903, à l'époque de la Restauration. Donc, est-ce qu'on est dans un médiévalisme au carré? Voilà. Je m'arrête là. Merci pour votre attention. Déjà, le dimanche, c'est temps parce qu'il est fatigué. Merci.